Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Écrire un programme. Je suis Darius Safak, développeur et formateur. Aujourd'hui, nous allons parler de design pattern. Nous allons voir comment mettre en place deux design patterns, à savoir repository et unit of work. Restez connectés jusqu'à la fin, on se retrouve juste après ça. Le pattern repository est un design pattern qui permet de faire une abstraction de la couche de données de l'application. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que notre repository pattern permet en fait de cacher tout ce qui est complexité, toute la complexité d'accès à la base de données, c'est-à-dire tout ce qui est entité, tout ce qui est structure même de la base de données, écriture des requêtes pour accéder aux données. Il encapsule tout ce traitement et expose aux autres composants de l'application un ensemble de méthodes dont ceux-ci ont besoin pour faire des opérations dans la base de données. Le gros avantage qu'on a ici d'utiliser ce repository, c'est la testabilité. Donc, avec ce repository, on a la possibilité de faire un mock de notre couche d'accès aux données et de pouvoir la tester facilement. De l'autre côté, le design pattern unit of work est un pattern qui permet de partager le même DB context à plusieurs repositories. L'avantage ici, c'est quoi? C'est que étant donné que plusieurs repositories partagent le même DB context pour effectuer les opérations par exemple d'écriture dans la base de données, si une des opérations, on prend le cas où on essaie d'effectuer plusieurs opérations d'écriture avec différents repositories, donc si une opération échoue durant la requête, alors toutes les autres opérations seront tout simplement annulées ou alors rollback. Donc ça c'est le gros avantage qu'on a d'utiliser le unit of work. Alors de manière générale, comme vous le voyez sur la figure, ils permettent il facilite la testabilité de notre couche d'accès aux données. Donc pour le tester, on a tout simplement besoin de faire un mock, que ce soit des unit of work et des repositories, et également de créer une couche de données alternative et pouvoir là effectuer les tests de notre application. Nous allons maintenant voir comment mettre en place ces deux design patterns dans une application .NET 6. On va mettre en place une API qui permettra d'effectuer des opérations de CRUD et on verra comment utiliser ces deux design patterns. Alors, on va commencer. On utilisera Visual Studio. On va commencer par créer un projet. On va choisir API, donc on filtre sur C# et sur Web. On choisit API Web, ASP.NET Core. On fait suivant. On va donner un nom à l'application. Je vais l'appeler Repository Demo. Et on choisit l'emplacement sur notre ordinateur. Ici suivant, je vais laisser les configurations par défaut, pas d'authentification, configuré pour HTTPS et utiliser les contrôleurs. Donc on va utiliser les contrôleurs et non les contrôleurs de l'API minimum. Ok, notre projet est à présent initialisé. On va effectuer quelques petites configurations. On va un peu zoomer, question que ce soit assez visible. On va définir l'ouverture automatique du browser à false. Cela permettra d'exécuter l'application sans que le navigateur ne s'exécute, ne se lance, autant pour moi. Donc on va exécuter l'application de base pour voir comment elle se comporte. Donc, elle est en cours d'exécution. Le voici, donc on écoute sur le port 7117
Donc, on peut tester. Il y a un premier endpoint qui est disponible. Donc, on va créer un endpoint comme ceci. Alors, le contrôleur par défaut, voici, c'est Order Forecast. Donc, on va le tester. On a les résultats qui arrivent. Donc, nous, on va supprimer ça. On n'en aura pas besoin. On va le supprimer et on va supprimer ceci. Donc, on va commencer par mettre en place notre modèle. Donc, on va créer un dossier modèle. On aura deux entités pour faire simple. On aura une entité employé et une entité paiement qui représentera le paiement d'un employé. Donc, pour un employé, on a un attribut ID, on a un attribut nom. Oh, pardon. On va prendre également le matricule. On va prendre la date de naissance. Pour le paiement, on va prendre l'ID de paiement. Ensuite, on va prendre le montant payé. La date de payer et également la date travaillée. Bon, on peut déjà affecter une valeur par défaut à la date de création. Au niveau de l'employé, on va ajouter un autre élément qui est le salaire. Ok, ces deux entités sont en relation. Donc on va au niveau de employé, on a une liste de paiements. Et au niveau de paiement, on a une clé étrangère de employé. On peut également rajouter l'attribut employé pour la navigation. Alors, ça c'est la clé de notre objet. On va ensuite définir cette propriété comme requise. Également, on va définir cette propriété comme requise. Au niveau de employé, on va définir une clé étrangère. Avec le nom employee ID. Donc, on va un peu espacer ça. Ok, ici on va dire que la valeur peut être nulle. Ok, par la suite on va également faire pareil ici. On va définir les annotations. Cet attribut est requis. Également le matricule, date de naissance et le salaire.
Ensuite, on va créer un dossier qu'on va appeler data, dans lequel on va loger notre repository. On va créer une classe qu'on va appeler appdbcontext. On va installer les dépendances nécessaires. On a besoin de Microsoft.Entity Framework Core. Voici. On va installer la version 6. Ensuite, on va installer le package pour la connexion à la base de données SQL Server. Et enfin, on va installer les outils pour se servir de l'invite de commande de Entity Framework. Ok. On va étendre la classe dbcontext. Ici, on va définir le constructeur qui va prendre un paramètre dbcontext option. Et on va appeler le constructeur de base avec ces différentes options. Ensuite, on va définir les DB7 pour nos différents nodes d'entités. Pareil pour l'entité paiement. Donc, on va rajouter les éléments pour supprimer le warning. Ok. Ensuite, on va définir la clé de connexion à notre base de données. J'ai préparé une clé. On va l'appeler SQL Connection. Donc serveur, le point pour dire c'est notre machine. Le database c'est repository démo et on intègre la sécurité. Ok, maintenant on va se rendre dans le fichier programme pour enregistrer notre dbcontext. dbcontext s'appelle appdbcontext. On va définir les options. Bon, on va dire qu'on va utiliser SQL Server. Ok. Et on aura besoin d'accéder aux configurations, à la chaîne de connexion. Bon, on va un peu décaler ça pour le besoin de lecture. Donc on récupère la chaîne de connexion. Vous vous souvenez, on avait défini la chaîne de connexion. Donc il est important de respecter ce caractère, ce mot-ci, puisque c'est cette section qui est automatiquement recherchée lorsqu'on appelle getConnectionString. Donc je définis la chaîne de connexion et je pense qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'on a? On a besoin de fermer une troisième fois. Ok. On va maintenant essayer de créer notre base de données.
Donc on ouvre le gestionnaire de la console gestionnaire de package. On va faire add migration initial migration. Alors notre migration de base a été créée. Donc on a la table employé, la table paiement, et également ici on a les différents attributs ici, et là on a également au niveau du paiement on a les différents attributs avec les contraintes. Alors pour créer la base de données, qu'est-ce qu'on va faire? On utilise update database. Notre database a été créé, on va aller vérifier ça. On va ouvrir l'explorateur de serveur, on va choisir de se connecter à un serveur. Au niveau du nom du serveur, on va saisir point pour dire qu'on veut se connecter à notre ordinateur, et on vient ici choisir notre base de données repository démo que voici. On clique sur OK. Une fois cela fait, on a notre base de données qui est visible ici, et on a nos deux entités qui ont été créées, et également la table migration qui a été créée. OK. Maintenant, on va mettre en place notre repository. On va créer non, on va commencer, on va séparer ça, on va créer un dossier qu'on va appeler interface. Donc dans interface, on va mettre dans la couche data. Dans interface, on va rajouter une première interface qu'on va appeler generic repository. Alors cette interface permettra de définir les opérations génériques sur les entités, par exemple l'ajout, la suppression, la mise à jour. Également, on va définir quelques opérations de lecture, notamment on va utiliser la méthode find, et on va lui passer un paramètre. On va lui passer un paramètre, une expression. Ensuite, on va définir une autre méthode getAll si on veut charger tous les éléments de la base de données. OK. Ensuite, on va définir directement l'implémentation. On va appeler generic repository, qui va implémenter le generic repository. Alors, c'est une classe générique. On implémente l'interface, et on aura besoin du DB context. OK. Ensuite, on va appeler le constructeur pour initialiser le DB context. Alors, pour l'ajout d'une entité, qu'est-ce qu'on fait? On appelle DB context, on appelle passe un paramètre d'entité
entity. Également pour ici, on va commencer par spécifier l'entité en question. Et ensuite, on va pouvoir persister. Ok. Alors, il n'est pas content. On va rajouter les contraintes ici. Ouais. On va spécifier que l'entité l'entité générique qui est passée ici est une classe. On peut rendre ça un peu plus simple en utilisant les arrow functions. Ok, pour supprimer, qu'est-ce qu'on fait? C'est dbcontext.setDentity.remove entity. Donc, on va copier ça. On va faire update. Pour update entity. Alors ici, on va tout simplement retourner dbcontext cette entity. Et enfin, ok, notre repository générique est prêt. Maintenant, on va mettre en place les repositories pour nos deux entités. Donc, on va commencer par créer l'interface. Puis i employee repository qui va étendre i generic repository avec en passant en paramètre l'entité employée. La seconde interface c'est i payment repository. On va faire pareil, qui va tout simplement étendre i generic repository avec pour entité générique payment. Maintenant on va créer les implémentations. On va commencer par la classe employé. Alors cette classe va étendre la classe générique repository en spécifiant l'entité employée et implémenter i employee repository. Alors on va utiliser l'autocomplétion ici pour générer le code manquant. Donc on survole et on choisit l'option de génération du code. Donc là on a notre classe employee repository. On va faire pareil pour la classe payment repository. Cette classe de la même manière étant generic repository et implémente i payment repository. On survole ici, on clique et on génère le code manquant. Ok. Maintenant, une fois cela mis en place, on va créer notre unit of work. Donc, on va commencer par mettre en place l'interface. Alors, cette interface, comme on l'a vu sur la figure, est une regroupe l'ensemble des repositories et afin que ceci partage le même dbcontext. Donc, on va créer un premier attribut qu'on va appeler employee repository qui est accessible à lecture seule et payment
repository. Bon, vous voyez, on utilise l'autocomplétion de Visual Studio. Et enfin, on va lui définir la méthode save pour sauvegarder les changements. On va définir maintenant l'implémentation. C'est unit of work. Alors, en étant unit of work, et on va demander de générer le code. Bon, ici, on aura besoin du dbcontext, donc on va créer un attribut qu'on va appeler dbcontext pour save change. dbcontext. Bon, on va faire un clic droit, action rapide, et générer le constructeur. Ok, le constructeur a été généré avec initialisation de dbcontext. Maintenant, on va définir à la suite de ceci deux méthodes qu'on va appeler, deux attributs, employee repository et payment repository. Alors, pour ces deux attributs, ils vont nous aider à définir l'implémentation de notre de nos différents repositories. Alors, on vérifie ici employé repository est égal à nul. Alors, on l'instancie. Soit nu employé repository avec le dbcontext en paramètre. Et enfin, on va retourner employé repository. Alors, il n'est pas content. Bon, je crois qu'ici, ce sont des interfaces. Donc, on a une interface ici, c'est i repository. Donc, là, qu'est-ce qu'on a? On va corriger ça rapidement ici. I repository, ici c'est également payment repository. Donc ok, on a notre propriété employé repository qui a été définie. On va faire pareil pour la propriété payment repository. Donc si c'est égal à nul, alors on l'initialise et on retourne si jamais c'est pas nul. Ok, pour supprimer le warning, on va rajouter le caractère pour spécifier que l'attribut peut être nul. Donc on a notre unit of work qui est en place. On a besoin de l'enregistrer dans notre service provider. Notre unit of work a été mis en place, donc on peut fermer ça. Maintenant, on aura besoin de mettre en place un contrôleur pour tester une API. On va créer le contrôleur. On va créer un contrôleur d'API vide. On va lui donner le nom employé. Donc, on a employé contrôleur. On va définir une première méthode, une première action. On va appeler get employee, permet de retenir la liste des employés. On aura besoin pour ça d'intégrer notre unit of work défini précédemment.
On va l'initialiser. On fait un contrôle action rapide, générer le constructeur. Et voilà. Alors ici, pour récupérer la liste des employés, qu'est-ce qu'on fait? On appelle unit of work, on appelle employee repository.getAll. Donc on va cet objet nous retourne un eQueryable. On a besoin de récupérer la liste des employés. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans employee, dans l'interface dans le repository d'employés. On va définir une méthode qui retourne un tableau d'employés qu'on va appeler par exemple, on va appeler la fonction peut-être getEmployee. Ensuite, on va définir une autre méthode qui permet de récupérer un employé à partir de son ID. On va faire pareil au niveau du paiement. Au niveau du paiement, on aura besoin de récupérer une liste de paiement. Donc on va passer, on va retourner un tableau et on va faire get. Bon, étant donné que les paiements sont reliés à un employé, sont propres à un employé, alors on va faire get, on va appeler la fonction getEmployee payment. On va prendre en paramètre l'ID de l'employé. Maintenant, on va implémenter ces méthodes-là. On commence dans Employee Repository. On utilise le raccourci pour générer la méthode. Et ici, on peut utiliser encore une fois de plus les méthodes fléchées. On appelle, on a déjà une fonction find qui a été définie. Alors, donc, on appelle find, on lui passe le filtre et on retourne le premier résultat. Donc on va spécifier ici que le résultat peut être nul. On va aller corriger ça là. Ok. De la même manière ici, on va faire find. Alors on a défini une fonction je crois getAll point to list. Ok, bon, on met ça sur la même ligne. Donc on charge tous les employés ici et là on charge un employé en fonction de son ID. Maintenant au niveau du contrôleur, nous qu'est-ce qu'on fait? On va appeler getEmployee et on va retourner OK pour avoir la liste des employés. On va aller tester ça. Il y a des erreurs, on va vérifier. Ah, on n'a pas encore implémenté l'interface pour le paiement, donc on va le faire là tout de suite. On appelle la méthode find qu'on a définie. On appelle toList pour convertir tout le résultat en liste. On peut maintenant exécuter. Ok, le programme est en cours d'exécution. On va aller dans le Swagger. Bon, on a plus Weather Forecast, on a maintenant API/employee. Ça c'est le premier endpoint qu'on a défini. Il retourne un tableau vide et le statut c'est OK. On va voir maintenant comment créer un employé. Alors,
On va mettre en place rapidement l'action. On peut l'appeler create employee. On va lui donner, il va prendre en paramètre un employé. On aura besoin de générer le matricule. Donc ici on va faire employé.matricule égale, on va générer un nombre aléatoire. On va mettre tout ça dans une chaîne de caractères. Ensuite, tout ce qu'on a fait, c'est d'appeler notre unit of work, employee, et on appelle la méthode add employee. Et très important, ne pas oublier la fonction save pour sauvegarder les changements. Et on va retourner l'entité créée. Donc on va définir, on aura besoin de définir une action pour récupérer un employé en fonction de son ID. Donc on va l'appeler get employee. On va lui passer l'ID. On va appeler l'employé qui a été récemment créé et en troisième paramètre c'est l'objet en question. Ok, une fois ici, on va définir notre action. Permet de récupérer l'employé en fonction de son ID, donc on va le définir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On appelle unit of work employee repository.find .get employee by ID. Alors, si l'employé égale à nul, qu'est-ce qu'on fait? On retourne un not found. Sinon, on retourne l'employé. Ok. Bon, on peut simplifier on peut renommer nos différents repositories qui sont de les rendre un peu plus courts. On va tout simplement les appeler par le nom. Ok, donc là, ici on crée l'employé, là on le retourne. On va tester ça. On va créer un endpoint ici, méthode post, le body, on va lui passer un objet JSON. Alors, on a besoin du nom, du prénom, tant pour moi, du nom, ensuite du salaire, bon, 250 000, de la date de naissance qu'on va mettre 1990 01 21. Alors le nom, le prénom, tant pour moi le nom, donc prénom, nom, salaire, date de naissance. Alors une dernière chose, on aura besoin ici, avant de faire toute chose, de valider le modèle.
Alors, si le modèle n'est pas valide, on va retourner un bat request avec le modèle. Donc, on va relancer ça. Donc, si je soumets par exemple la requête comme ceci, alors, pardon, il y a une erreur. Donc, là, il y a, on dit les champs, last name, matricule sont requis. Donc, je vais les remettre tout simplement. Alors, si je les soumets tous, je valide. Matricule, tout le matricule est requis. Donc, je me rends compte que on va enlever la contrainte sur le matricule au niveau de la validation. Donc là, en fait, c'est parce qu'on n'a pas séparé l'entité de... On a en fait exposé l'entité au niveau du client. C'est pourquoi ça pose ce problème. Donc, on aurait pu utiliser les DTO. Ça fait qu'on ne devait pas se retrouver dans cette situation. Pour la vidéo, on va supprimer l'attribut requis sur le matricule et on va mettre à jour la base de données. Ok, et update database. Ok. Maintenant, on peut continuer. On attend l'exécution. Maintenant, on envoie. On soumet le formulaire. Bon, l'opération s'est bien terminée et il n'a pas trouvé la route. Donc, ça c'est dû au fait que on a créé la route ici et on ne lui a pas donné le nom. Donc il a effectué l'opération, maintenant quand il voulait retourner, il n'a pas retrouvé la route. Donc, on va retester ça. On va lui passer un deuxième employé. Peut-être Pelé Roger. Il a un salaire de 270 000 et il est né en 1980. L'application manque un coup de démarrage. Ok. On soumet. Alors là, il a bel et bien créé le first name, Roger, le nom, prénom, nom, matricule, date de naissance et salaire. Alors, donc là, on a mis en place la création. Maintenant, si on veut lire tous les employés, on en a deux. On a celui qui a été créé tout à l'heure et le deuxième. Maintenant, voyons rapidement comment on peut faire. On peut insérer les données dans le... On peut rajouter des paiements. Donc, on va créer un contrôleur d'API vide. On va appeler payment contrôleur. On va venir copier notre unit of work qu'on a défini ici. On va générer le constructeur. Ensuite, première méthode, on va récupérer le salaire d'un employé. Alors, étant donné que le salaire dépend, bon, ça c'est plutôt paiement, étant donné que le paiement dépend fortement de l'employé, alors dans le contrôleur, on va rajouter l'ID de l'employé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On appelle payment,
on déclare variable payment, on appelle unit of work, on accède l'attribut payment et on appelle la fonction get employee payment. Ensuite, on retourne la liste des paiements. Donc, ça c'est fait. Maintenant, si on veut récupérer un paiement en particulier, donc http get, on va faire public action get payment, ou alors get, bon, ceci avec s puis on récupère la liste. Maintenant on va dire get employee payment, ça c'est un seul paiement. Donc je lui ai dit, donc il va prendre en paramètre l'ID de l'employé et l'ID du paiement. Alors qu'est-ce que ça donne? On va lui donner un nom qu'on va appeler get, bon, on va donner le même nom aussi, get employee payment. Ensuite on va récupérer le paiement, unit of work payment. Bon, du coup je me rends compte qu'on n'a pas défini encore la méthode, donc voilà, il a défini dans l'interface. Payment repository, on va aller définir la méthode get employee payment qui prend en paramètre l'ID de l'employé et l'ID du paiement. On va implémenter ça, on génère l'interface et ensuite qu'est-ce qu'on fait? On appelle la méthode find qu'on a définie, on prend en paramètre une fonction, on va filtrer sur l'employé et sur l'ID. On prend le premier résultat, le résultat par défaut, on supprime le warning et c'est complet. Ensuite on va aller maintenant dans notre contrôleur, on va retourner dans le contrôleur, on va appeler get employee payment qui prend en paramètre l'ID de l'employé et l'ID du paiement. On va vérifier si le paiement n'existe pas, alors on va retourner notre forme. Et finalement, s'il existe, on va retourner OK. Je crois que c'est ce qu'on a fait ici. Parfait. Maintenant, on va créer un paiement, oui. Et action result, create payment. Il va prendre en paramètre un paiement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va vérifier si les données sont valides. Si c'est pas valide, on retourne un bat request. Et si tout est valide, on appelle unit of work, la méthode, l'attribut payment, la méthode add et on rajoute le paiement. Ensuite, très important, ne pas oublier le save pour sauvegarder les changements. Et on va retourner le paiement qui vient d'être créé en appelant la route précédente. Donc il est important ici de prendre en paramètre l'ID de l'employé, parce que pour créer le paiement, on aura besoin de l'ID de l'employé. Donc ici, avant de modifier, on va faire payment pour employé ID égale employé ID
avant de sauvegarder. Ensuite ici, pour appeler la route, on aura besoin de deux paramètres, employee ID qui contient employee ID et ensuite ID qui est paiement, qui est l'ID du paiement, et en troisième paramètre on passe l'objet paiement lui-même. Alors on va tester ça. Donc on va commencer par, on va prendre l'ID d'un employé. On demande la liste des paiements. Bon, on va d'abord commencer par rouler l'application. L'application est en exécution. On va appeler l'API. Alors, on a un not found. On a oublié le slash ici. Employé, non, l'employé payment, on va vérifier ça. Donc, on a employé ici avec S. On va recommencer ça. Donc, on s'attend à un OK ici avec un tableau vide. OK, parfait. Maintenant, on va créer un, pardon, on va créer un paiement. Alors, pour créer un paiement, de quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin du montant. 250 000. On a besoin de la période du travail. On va dire peut-être c'est le paiement du mois d'avril, 30 avril. Et je pense c'est tout. On va juste vérifier ça. Dans paiement, on a besoin du montant, période travaillée, et c'est correct. Donc on va soumettre ça. On a le paiement qui a été créé, le voici, le montant, création, période travail. Et si on revient maintenant lister le paiement, on a la liste des paiements de l'employé. Donc dans notre base de données, on peut la vérifier. La voici, on va afficher les données. Donc voilà nos deux employés qui ont été créés, et également notre paiement qui a été créé. Ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à partager si elle vous a plu. Dans la section commentaires, nous attendons vos avis et suggestions. Cela nous permettra de nous améliorer afin de produire davantage du contenu de qualité. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.